Très bien, mes chers collègues, je vous propose de vous installer. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre matinée commence par l'audition de monsieur le professeur Israël Nédizan, professeur des universités, praticien hospitalier, gynécologue obstétricien au CHU de Strasbourg. Professeur, vous présidez également le Forum européen des bioéthiques de Strasbourg que vous avez fondé en 2010. Ce forum organise chaque année, pendant une semaine environ, un ensemble de conférences-débats sur un thème déterminé. Par exemple, au début de cette année, le thème était « Produire ou se reproduire ». L'an dernier, c'était « Humain, post-humain ». Et en 2016, le normal et la pathologie. Votre parole ne va bien sûr pas évidemment refléter toute la diversité des analyses, des opinions et parfois même des controverses qui forment la substance des débats du Forum européen de bioéthique. Elle ne sera néanmoins précieuse à notre mission. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez faire effectivement un premier exposé avant de procéder à des questions, un échange de questions et de réponses. Je rappelle que nos débats sont filmés et enregistrés. Monsieur le professeur, en vous remerciant d'être venu, je vous laisse la parole. Tout d'abord, je vous donne des excuses, j'ai la voix cassée. Pollution ou microbe, je ne sais pas, mais ça m'handicape beaucoup. En venant ici, je me suis posé la question de la légitimité qu'avait un médecin à venir parler devant la représentation nationale. Qu'est-ce qui, plus qu'un autre citoyen, amène à ce genre de choses? Et j'estime que j'ai une mission de témoignage. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'abord de vous présenter 2 vignettes cliniques qui me sont arrivées pour vous dire quelles sont les conséquences de la loi sur le praticien de base que je suis. La première vignette clinique, et chaque fois je vais critiquer, bien entendu, des pans de la loi bioéthique en espérant de tout mon cœur, et je ne suis pas le seul, vous savez que je préside le Collège national des gynécologues, et je peux parler en leur nom parce qu'on a beaucoup travaillé ces questions de bioéthique ensemble. La première vignette clinique, il s'agit d'une femme de 39 ans qui a eu un premier enfant à l'âge de 30 ans, qui s'est avéré atteint d'une mucoviscidose. Cet enfant meurt à l'âge de 5 ans. Elle entame une nouvelle grossesse et, bien entendu, sollicite une amniosynthèse. Et catastrophe des catastrophes, le nouvel enfant est atteint de la même maladie que celle qui l'avait fait abandonner son travail pour s'occuper du premier. Elle sollicite une interruption médicale de grossesse. Ça n'a rien à voir avec une IVG. C'est quelque chose qui est d'une difficulté extrême parce qu'une femme qui a transmis une tare se voit devant l'obligation physique de décider la mort de son enfant. Elle le fait et revient après nous voir en disant « Vous m'avez arraché la moitié de mon cerveau. Mais maintenant, je ne peux plus en passer par là. Nous souhaitons bien sûr un enfant, mais nous ne pouvons plus en passer par là. » Dans ces cas-là, et elle le savait, elle en connaissait tous les détails, on propose une technique qui s'appelle le diagnostic préimplantatoire. Au lieu que le couple fasse son enfant dans son lit, on récupère les ovules, on récupère le sperme, on crée des embryons, et au 3e jour, lorsque l'embryon est à 8 cellules, embryon microscopique qu'on ne voit pas à l'œil nu, on fait un petit trou dans la coque pellucide de l'embryon avec un faisceau laser et on extrait 2 des 8 cellules pour vérifier si la faute d'orthographe de la mucoviscidose se trouve dans l'ADN de ces cellules ou pas. Et bien entendu, les embryons qui sont atteints ne seront pas réimplantés et les embryons qui sont sains seront réimplantés. Là où le bât blesse, c'est que la France s'est dotée d'une loi épouvantable, nous interdisant d'aller regarder d'autres anomalies génétiques. Car, bien sûr, nous eussions pu faire du tri des embryons sur la table, les embryons avec les petits yeux, les petits bras, et on trie ceux qui sont bien, ceux qui sont mauvais. Donc on n'a même pas le droit d'aller regarder, alors qu'on a le génome sous les yeux, s'il y a d'autres anomalies. Et ce qui devait arriver arriva, et nous nous y attendions depuis un moment. Nous n'avons pas eu le droit de regarder si l'embryon sain de mucoviscidose
n'était pas par hasard atteint de trisomie 21. Et on a le droit d'explorer la trisomie 21 sur le fœtus et pas sur l'embryon. Et nous avons dû faire la révélation à cette femme qui venait de Paris que son embryon, certes, n'avait pas la mucoviscidose, mais qu'il était trisomique 21. Et on a refait une IMG, inutile de vous dire, qu'on lui a arraché la deuxième moitié de son cerveau. Nous avons priorisé l'idéologie sur le pragmatisme, c'est un mal français. Pourquoi s'est-on mis cette chaîne au pied ? Tous les pays autour de nous, quand on en est à faire un DPI, qui est indiqué de manière extrêmement stricte dans la loi, on ne peut pas le faire à n'importe qui, alors regardons ce qu'on peut regarder, plutôt que d'en arriver là pour le respect des grands principes. C'était ma première vignette clinique. Vous imaginez bien que je suis très favorable à ce que lorsqu'on a le génome sous les yeux, on puisse regarder. Lorsqu'on a le sang de quelqu'un, on ne va pas juste regarder et faire les azates ou les alates. On regarde plein de choses qui sont légitimes. Lorsqu'on a le génome d'un embryon microscopique sous les yeux, avant de le replacer, parce qu'on a fait cette démarche uniquement pour éviter la naissance d'un enfant handicapé, avant de le replacer, on doit être dans la possibilité de regarder 2, 3, 4 gènes. Les pays autour de nous, on regarde 100, parce qu'ils ne veulent pas cette expérience catastrophique que celle qui vient de se dérouler à Strasbourg. La deuxième petite vignette clinique qui met aussi en cause un chapitre de la loi française où nous espérons de tout cœur que ça s'arrête. Voilà un couple de 39 ans, ils se sont rencontrés tard, mais c'est le grand amour. Et lui a 0 spermatozoïde dans son sperme. Mais les tests nous laissent entendre qu'avec une biopsie testiculaire, on pourrait trouver à l'intérieur du testicule quelques spermatozoïdes. Malheureusement, il a de tout petits testicules et on est obligé de lui dire que l'ablation d'une partie d'un de ses testicules pourrait lui donner des troubles de l'érection. Et c'est tellement important pour lui de faire un enfant avec cette femme qu'il est d'accord. On fait la biopsie testiculaire et effectivement, il la paye avec des troubles de l'érection. Mais on trouve 10 spermatozoïdes vivants dans son testicule. On les met au contact des œufs de sa femme et on obtient 4 embryons. On réimplante le premier embryon et ça ne marche pas. On réimplante le deuxième embryon et ça ne marche pas. Alors le couple se dit, on est trop tendu, il faut mettre un petit stop. On va partir en vacances et c'est des grands skieurs. Ils vont à Chamonix et en haut du glacier d'Argentière, lui rate le premier virage et fait une chute de 500 mètres. Et il meurt sur le coup. Vous imaginez la suite. Je revois cette femme tout à son deuil 2 mois plus tard et elle me dit la chose suivante. Monsieur, j'aurais pu venir avec la carte d'identité de frère de mon mari qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Vous n'y auriez vu rien du tout et obtenir la réimplantation des 2 embryons suivants. Mais je n'ai pas voulu faire ça. Je n'ai pas voulu vous tromper. Qui peut me dire ce que je dois faire de ces embryons? Qui peut s'insérer dans l'intimité de ce que nous avons dit et décidé, mon mari et moi, avant sa mort? Qui a le droit de me dire quoi que ce soit sur le sort de ces embryons? Alors je lui ai répondu, madame, je suis adossé pour toute ma pratique de CHU à la loi. Que dit la loi, monsieur? Elle le savait, bien sûr. Madame, elle vous donne 2 choix. Détruire ces embryons ou les donner à une autre femme. J'appelle ça des propositions obscènes. C'est obscène. Qui a décidé en 1994 que ça, c'était faire des petits orphelins et qu'on ne pouvait pas? Encore une fois, on a fait passer les grands principes devant le pragmatisme. Ah, on est propre sur nous, on a des principes. Mais ces principes amènent à des conclusions odieuses. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation dans notre pays. Allez, 5 par an. Mais c'est quoi notre loi qui amène à de telles propositions? C'est quoi?
Comment se fait-il que contre toutes les académies de médecine, des sciences sociales, contre tout le monde, en 1994, on ait pris la décision de rajouter une ligne quand l'un des membres du couple décède? C'est comme s'il n'y avait pas d'embryon. J'ai même pas le droit de lui mettre les embryons dans une thermos et de l'envoyer à l'étranger pour se les faire réimplanter, en plus totalitaire. Nous ne pouvons pas en rester là, par simple humanisme, par simple nécessité de faire en sorte que la loi soit conforme à ce que souhaite la population. Je raconte cette histoire à qui que ce soit, les gens disent « ça n'est pas normal ». Alors qu'on encadre avec des décrets d'application la réimplantation d'embryons dans ce contexte-là et qu'on dise « pas avant 6 mois ». La femme est dans son deuil, pas après 18 mois. Et puis, il faut faire un trajet psychologique. Un enfant n'est pas une pierre tombale. Tout ça, je l'entends. Mais dire non, définitivement non, et vous n'avez plus qu'à les donner à une autre femme, c'est juste pas acceptable. J'ai pris ces 2 exemples et ces 2 vignettes cliniques pour vous montrer qu'il y a comme ça une trentaine de lieux dans la loi bioéthique où le raisonnable et l'évolution des familles, l'évolution de la psychologie française a fait que progressivement, un fossé s'est créé entre le peuple et ce qu'il attend et la loi. Je vais juste prendre encore un autre exemple pour ne pas être trop long. Je vois très régulièrement 2 sortes de femmes. Des femmes de la trentaine qui disent « Voilà, je n'ai pas trouvé de compagnon et je suis présentatrice télé et j'ai un travail tel que je ne peux pas. J'ai des compagnons, mais il n'y en a aucun avec qui je veux faire un enfant. Je suis inquiète. Je suis inquiète de pouvoir avoir un jour un enfant, mais je veux me consacrer là, dans cette séquence de vie là, à mon métier, et je ne peux pas aller m'enquérir d'un compagnon qui soit assez bien pour être un père. Je souhaite conserver mes ovules. Je les envoie à l'étranger. Car la France a mis en 2015 quelque chose que j'appelle, moi, une formule scélérate, en disant, Madame, si vous voulez conserver vos ovules, il faut d'abord donner les 5 premiers à une autre femme. C'est plus un don. Un don qui serait conditionné par une obligation. En français, ça ne porte plus le nom de don. Nous voyons donc des femmes qui, n'ayant pas d'argent, parce que celles qui ont de l'argent, je les envoie à l'étranger, en passent par le don d'ovules avec 5 premiers ovules donnés à une autre femme, et vous poserez la question, et s'il n'y a que 5 ovules, ce qui est fréquent, eh bien, il n'y a rien pour la femme. On a écrit ça en 2015. Un homme qui veut garder son sperme parce qu'il va se faire une ligature de déférent, il n'y a personne qui va lui demander quoi que ce soit. Pourquoi? Quelles sont les explications? Je vais vous le dire. Ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui ont écrit ce décret. 2 choses. Une audible. Il y a tellement de femmes qui vont en Espagne pour acheter des ovules à des jeunes étudiantes qu'il faudrait qu'on muscle un tout petit peu le marché des ovules disponibles dans notre pays. Pragmatique et utilitariste. Mais il y a une autre chose qui n'a pas été dite et qui est entre les lignes de tout ça. Ces femmes qui ont des ovules congelés pourraient bien venir les récupérer n'importe quand, quel que soit leur âge. C'est folle, c'est irresponsable. On a voulu, comme depuis la nuit des temps et la nuit de l'humanité, nous les hommes, continuer de contrôler le corps reproductif des femmes. Or, tout ceci aurait pu s'arranger avec des décrets d'application. Au-delà de 43 ans, on ne peut plus récupérer ses ovocytes, sauf à passer devant une commission qui regardera, et à 50 ans, c'est fini. On aurait pu faire ça. Non, on leur a dit, Madame, dernier comité national d'éthique, on leur a dit, Madame, vous savez que c'est dangereux de prélever des ovules? Donc on vous l'interdit, puisque c'est dangereux. Ah, mais si vous donnez à une autre femme, c'est plus dangereux, vous pouvez. Pardonnez-moi, mais on ne peut plus en rester là. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, je ne sais pas combien de temps je peux parler, mais
Il y aurait une solution intelligente, puisqu'il y a un vrai problème et que j'envoie à peu près une femme par semaine en Espagne pour aller chercher des ovules achetés et qu'elle est aidée par l'argent de la sécurité sociale pour se faire, on marche sur la tête. Oui, il y a un problème de don en France, aucune femme ne passe dans mon hôpital en disant « Tiens, si j'allais donner mes ovocytes aujourd'hui », ça n'existe pas. Donc, contrairement aux hommes, les femmes peuvent effectuer un don dédié. Les hommes peuvent éparpiller leurs semences à droite et à gauche sans se préoccuper de ce qu'elle est devenue, pas les femmes. Comparer le don d'ovule au don de sperme, c'était une faute énorme. Et d'ailleurs, comparer le don de sperme au don de sang, ce qu'on a fait à l'époque, c'était une autre faute. Dans le don de sang, il y a un donneur, un receveur. Dans le don de sperme, il y a un donneur, un receveur et un enfant. Et l'enfant, il peut nous demander des comptes 40 ans plus tard. Et ils nous disent, certains d'entre eux, pas tous, il y en a beaucoup qui n'osent pas parler, mais ceux qui nous disent, il y en a qui s'expriment et qui disent « Monsieur le professeur, vous êtes issu d'une femme et d'un homme. Moi, je suis issu d'une femme et d'un matériau. Est-ce que vous pensez que c'est vivable ?» Je ne le pense pas. D'ailleurs, il me semble inutile de parler de l'anonymat, on ne pourra plus le promettre à l'avenir. Le problème de l'anonymat est réglé. C'est même plus la peine d'en discuter. Un donneur qui viendrait aujourd'hui dire « Je veux bien donner mon sperme, mais pardonnez-moi, je ne veux pas du tout qu'on puisse savoir que je l'ai donné », ben, il faut qu'il aille faire autre chose. Ça va changer les donneurs. Parce que s'il dit « Je souhaite absolument l'anonymat », on a la preuve sous les yeux. Il y a des preuves très médiatiques, mais il y en a qui le sont moins. Qu'aujourd'hui, avec les banques de données d'ADN, on peut retrouver de plus en plus fréquemment le donneur. Il n'est plus nécessaire de parler de l'anonymat. Il est encore nécessaire de parler de gratuité. Plein de pays autour de nous ont réglé le problème de la gratuité avec plein d'appellations. Indemnisation. Mais une femme de 25 ans qui n'a plus un seul ovule parce qu'elle a ce qu'on appelle une ménopause précoce, elle a besoin de constituer famille, et en plus le don d'ovule est beaucoup plus intelligent que le don de sperme parce que c'est la femme qui porte l'enfant et qui le met au monde. Le don d'ovule est donc quelque chose de très important. On l'a organisé dans notre pays pour qu'il ne fonctionnât pas. C'est-à-dire que les gens qui ont écrit ces lois bien avant vous étaient opposés au don d'ovule. Comme d'ailleurs, bien plus tôt, ils avaient été opposés au don de sperme. Maintenant, on est arrivé à une période où il faut que notre pays, comme toutes les grandes démocraties occidentales, permette à une femme qui n'a plus d'ovule parce que la génétique l'a martyrisée, de constituer quand même une famille, sans être obligée, hypocritement, d'aller en Espagne pour acheter 900 € des ovules à une étudiante avec l'argent de la sécurité sociale française. Cette manière de se comporter qui est « ce qui se passe ailleurs ne me regarde pas, je suis propre sur moi », si vous croyez que les étrangers n'ont pas vu, quand on a créé le DPI en France, diagnostic préimplantatoire, il y avait une quinzaine de centres qui demandaient un agrément à la puissance publique. On n'allait pas créer qu'un centre de DPI. Aujourd'hui, il y en a 4-5 en France. Donc, il fallait les trier. Savez-vous comment on les a triés à l'époque? Je vous parle là de 96-97. On a regardé dans leur dossier s'il y avait dans la demande quelqu'un qui pouvait prouver qu'il avait travaillé sur l'embryon humain en recherche. Chose interdite chez nous. Donc c'était assez facile à voir. Vous avez dans votre équipe quelqu'un qui a été en Angleterre ou aux États-Unis pour travailler sur les embryons humains? Agrément. Et tous ceux qui n'avaient envoyé personne à l'étranger pour s'entraîner sur des embryons humains étrangers n'ont pas eu l'agrément. Vous croyez que c'est passé inaperçu, ça? Les Français sont dans une posture où ils disent « Essayez donc de voir si ça marche et n'oubliez pas de nous téléphoner
si ça marche, pour qu'on le fasse. Vous imaginez bien qu'un jour, si ce qu'on appelait le clonage thérapeutique, mais le fait de remplacer, par exemple, des cellules du myocarde par des cellules de la personne en question qui sont refaites de nouveau, en passant par une thérapie qui est le fait de constituer un embryon. Si ça marche, et je vous promets que ça risque de marcher, peut-être pas sur le cœur, mais sur d'autres cellules, mais on changera tout de suite d'avis sur cette question. On sera immédiatement là à dire « Ah ben, on récupère ». Je pense qu'il faut avoir le courage de dire la recherche sur l'embryon dont on a besoin peut déboucher sur des choses thérapeutiques de cet ordre-là et ne pas attendre que tous les autres pays du monde aient fait les découvertes grâce à des chercheurs français qui fuient la France pour aller faire de la recherche à l'étranger et les récupérer très hypocritement une fois que ça marche. Voilà, messieurs, mais je suis à votre disposition pour aller sur les autres sujets. Il y a un sujet qui m'est cher parce qu'il est de même nature, c'est le traitement de la stérilité utérine définitive, qui est le fait d'utiliser l'utérus d'autrui. Ce n'est pas l'ordre du jour, on n'est pas obligé d'en parler. Voilà, merci, monsieur le professeur. Je crois que votre exposé, à la fois pour certains d'entre nous, invite à faire évoluer notre législation et pour d'autres, au contraire, à la renforcer pour maintenir certains principes. Simplement, moi, j'aurais une question par rapport à votre premier cas clinique sur le risque, quand on est dans une politique ultra-libérale, ultra-individualiste, telle que vous le souhaitez, d'aller vers ce qu'Habermas appelle un eugénisme libéral. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il faut éviter la naissance d'enfants handicapés, comme si c'était le seul choix, est-ce que ça ne conduit pas effectivement à l'élimination qu'on constate des enfants handicapés de manière, encore une fois, qui n'est pas décidée par la puissance publique, mais qui conduit les personnes, les familles à faire ces choix en les laissant seuls face à ce problème? Donc je crois qu'on a une vraie interrogation pour savoir si, effectivement, nous avons pas seulement à fonder notre bioéthique sur l'autonomie abstraite et idéale des individus, mais également à prendre en compte des solidarités face aux fragilités, aux vulnérabilités qui peuvent exister. Notre législation jusqu'à présent essaye de concilier à la fois l'autonomie et la vulnérabilité. Est-ce que, comme vous nous l'avez proposé, d'aller purement vers l'autonomie, ça serait, alors peut-être que ça se fait dans d'autres pays plus utilitaristes, notamment anglo-saxons, mais est-ce que ça correspond à notre culture bioéthique ? C'est un excellent propos et j'aurais tendance à reprocher à M. Habermas d'utiliser encore le mot eugénisme, car ce mot est trompeur et trop chargé. Je viens du diagnostic prénatal et je peux vous dire qu'on fait de l'eugénisme dans notre pays à un point qu'aucun autre pays libéral ne fait. Il n'y a aucun pays qui soit aussi avancé en matière d'échographie, de parcs d'échographistes et de compétences. Et ça sert à quoi ? Ça sert, je vais vous dire, à veiller à ce que les 2,3% d'enfants mal formés, dont 1%, la moitié, sont des malformations graves, ne puissent pas naître. Et d'ailleurs, quand il y en a un qui naît, le gynécologue se retrouve au tribunal pour ne l'avoir pas vu. Donc nous avons un pays terriblement eugénique. Et je pense que s'il y avait une amniosynthèse qui pourrait donner un test sur une information sur la future intelligence du bébé, il y aurait des gens pour nous le demander. Notre société est très eugénique. Et maintenant, pour régler le compte de ce terme d'eugénisme, quand vous épousez une jolie femme pour faire des beaux enfants avec elle, vous faites ce qu'on appelle de l'eugénisme positif. Ça existe depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, je vais vous faire une devinette. Un philosophe disait il y a 2500 ans, il faut absolument que les guerriers vaillants et courageux sur le champ de bataille puissent rencontrer les plus belles femmes pour qu'ils puissent faire ensemble des gens qui seront beaux et vaillants. Signé Platon. Donc l'eugénisme fait partie du rucksack de l'humanité, comme le génocide. Et il faut perdre notre naïveté sur ce sujet. Les femmes de France ne veulent pas modifier la composition génétique de la population française.
Elle nous demande simplement d'avoir un enfant en bonne santé. Et ça, oui, c'est de l'eugénisme. Et pendant longtemps, quand un journaliste me tendait un micro et disait « Monsieur, vous faites de l'eugénisme avec votre diagnostic prénatal », j'étais très embêté jusqu'à ce que je lise un philosophe américain qui disait « Quand on analyse un programme eugénique, le diagnostic prénatal en est un, même si la première ligne dit « On ne fera pas d'eugénisme en France », c'est le comble parce qu'en dessous, il n'y a que de l'eugénisme. Il faut analyser 4 axes. Est-ce que c'est coercitif? Est-ce que c'est discriminatoire? Quel est le sens de cette pratique? Et surtout, à quoi ça sert? Et de dire, la médecine nazie, parangon de l'eugénisme, elle était discriminatoire hautement, coercitive hautement. Le sens, c'était pour faire le Reich de Milan, le comble, et elle reposait sur des bases scientifiques complètement erronées, d'où les Lebensborn. Le diagnostic prénatal, il n'est pas discriminatoire. Il n'est pas coercitif, sauf si on se mettait à plus rembourser les femmes qui s'y sont pas soumises. Il est fondé sur de la science tout à fait correcte. Et le but, c'est d'avoir un enfant en bonne santé. Oui, c'est un programme eugéniste, mais les 4 curseurs sont au minimum, là où les 4 curseurs sont au maximum pour la médecine nazie. Et donc, utiliser le même terme pour une horreur de l'humanité et pour quelque chose qui a lieu tous les jours, même en l'affûtant du mot libéral, je pense que ça donne de la confusion dans le débat plutôt que d'amener de la proximité. Maintenant, si vous vous préoccupez de savoir ce que deviennent nos découvertes d'enfants trisomiques 21 in utero, je vis dans une région, l'Alsace, où on savait exactement combien il y en avait qui naissaient chaque année, 22, chaque année. Espérance de vie, 75 ans, grâce aux antibiotiques et la chirurgie cardiaque. 75 ans dans la dépendance. Il y a aujourd'hui 50 000 trisomiques qui vivent dans notre pays. Mais avec le décalage d'âge de la première maternité, qui en France vient de passer au-dessus de 30 ans, on a augmenté de 2000 le nombre de trisomiques fécondés chaque année. Ces 2000 sont avortés. Parce que quand on fait le diagnostic, 99% des femmes, fussent-elles juives pratiquantes ou catholiques pratiquantes, disent d'abord non. Puis reviennent un mois plus tard et nous disent « je ne peux pas ». Et c'est notre honneur de leur dire « eh bien madame, on peut mettre fin à la grossesse si vous le souhaitez ». Mais il n'y en a pas qui ne le souhaitent pas. Les femmes plébiscitent massivement le dépistage, et quand le dépistage est positif, pratiquement pas de femmes n'avortent pas. Eh bien, monsieur, la trisomie 21 est une des maladies génétiques les moins graves. Soyons clairs. S'il y a une interruption médicale de grossesse qui est critiquable dans nos CPDPN, Centres pluridisciplinaires de diagnostic, c'est bien la trisomie 21, car ce sont des enfants affectueux, heureux, ils ne se suicident pas, ils aiment la musique. Plus proche de nous, tu ne peux pas. Je peux vous dire qu'un spina bifida avec une hydrocéphalie, c'est bien plus grave. Si on regarde le taux d'interruption médicale de grossesse, je viens de dire que pour la trisomie 21, c'était 96%, mais je crois que c'est plus. Pour le spina bifida avec hydrocéphalie, c'est quasiment 100%. Et je peux vous dire que quand une femme nous dit « non, je vais garder ma grossesse », on lui fait signer 10 000 papiers, on enregistre la conversation parce qu'il y a eu une indemnisation à plusieurs dizaines de millions d'euros d'un enfant dont on n'avait pas vu le spina bifida. Alors, je pense que les médecins sont bien placés pour dire qu'à l'eugénisme, ils sont contraints et que ce terme n'est pas un bon terme parce que les patientes ne comprennent pas pourquoi on parle d'eugénisme, cette mauvaise manière des nazis, alors qu'elles, elles veulent juste avoir un enfant en bonne santé et que de toute façon, ça fait partie de l'espèce humaine. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci et merci pour ce très bel exposé. Je crois que très peu de personnes ont la pratique que vous avez décrite et cette connaissance exceptionnelle des préoccupations de la femme en termes de fécondité, de procréation. Et de plus, les témoignages que vous et les cas concrets que vous rapportez sont effectivement font un appel non seulement à notre raison, mais aussi à notre conscience et notre émotion.
Vous abordez d'ailleurs dans votre exposé le fait qu'aujourd'hui encore, malgré tous les efforts de progression, l'égalité des droits des femmes est encore un objectif un peu lointain. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le projet de loi de bioéthique, naturellement, la ministre chargée de cela interviendra, car il est important de corriger certaines des inégalités héritées du passé, où les décisions ont été trop souvent prises par des hommes et imposées à des femmes. Donc, quelques questions. La réimplantation embryonnaire post-mortem, je pense, comme vous, qu'elle s'imposera d'ailleurs naturellement lorsque sera étendue la procréation médicalement assistée aux femmes seules ou femmes en couple homosexuel. Bon, si une femme seule a le droit à la PMA, a fortiori une femme qui vient de perdre son mari et dont les embryons étaient congelés. Donc je pense que cette question se résoudra ainsi. Vous avez évoqué, et j'ai écouté avec intérêt votre débat avec notre président, M. Breton, sur l'eugénisme. Et moi, ça me suscite l'idée que notre pays a besoin d'évoluer en changeant les terminologies quand il y a des blocages. Bon, vous vous souvenez l'époque où l'avortement posait difficulté et son changement en IVG a permis de progresser. Bon, c'est pas seulement cela qui a permis de progresser, mais ça accompagne l'évolution. Moi, je me demande s'il n'est pas temps aujourd'hui de créer deux mots distincts. L'un pour l'eugénisme d'État, de masse, tel qu'il a été pratiqué non seulement par les nazis, mais par de très nombreux États du XXe siècle, de la Suède jusqu'à d'autres pays, et presque d'ailleurs aucun pays n'y a complètement échappé, les États-Unis, d'une certaine façon la France, l'a organisé par l'État. En France, ça a été en particulier institutionnalisé par un grand médecin, mais malheureusement mauvais humaniste, qui était Alexis Carrel, qui pourtant allait authentifier les miracles à Lourdes. Mais quand il était en France, il organisait la mort par affamement dans les hôpitaux psychiatriques de tous les malades mentaux. Et ça, c'était de l'eugénisme qui a tué des milliers de personnes au milieu du XXe siècle. Donc ça, c'est un eugénisme pour moi. Je crois qu'on peut garder le mot. Par contre, est-ce qu'on doit garder le même mot pour parler de l'éviction, de la naissance d'un nouvel enfant avec maladie gravissime, souvent mortelle dans l'enfance ou la jeunesse, et simplement préférer que dans cette famille-là, où souvent ils en ont déjà eu un, c'est souvent comme ça que l'attention est attirée, on leur permet plutôt de faire en sorte que le deuxième ou troisième enfant soit sain. Moi, j'ai vu énormément de ces circonstances, comme vous, m'étant beaucoup préoccupé des maladies dites rares, mais leur nombre est tel qu'au total, ça n'est pas rare. Et on voit bien le désarroi et la nécessité pour les parents d'échapper à ces drames successifs qui émaillent leur vie de famille. Donc, ceci est différent. Je sais bien que certains disent « Oui, mais vous commencez comme ça et vous allez terminer par sélectionner des enfants blonds aux yeux bleus. » Je vois pas la comparaison entre éviter la naissance d'un malade avec telle ou telle maladie génétique gravissime, et puis la sélection positive d'un enfant de telle nature. De même que ça n'a rien à voir avec cette aberration des donneurs de sperme prix Nobel ou QI supérieur à 130 qui ont été organisés dans d'autres continents. Bon, oui, ça c'est de l'eugénisme positif, peu acceptable, mais éviter un cas particulier de maladie mortelle, ça me paraît différent. Et je me demande si il ne serait pas temps d'inventer un mot différent sur lequel les gens s'accorderaient ou pas. Il est normal qu'il y ait des philosophies différentes là-dessus, qu'il y ait des convictions, c'est tout à fait normal. Mais on ne parle pas de la même chose. Et donc, je crois que ça serait important. Alors, maintenant, je vais être très rapide. Que pensez-vous du fait qu'aujourd'hui encore, malgré la loi votée il y a à peu près 5 ans, la recherche sur l'embryon humain est infiniment plus contrainte, difficile, retardée, rendue
extrêmement délicate et souvent devant être justifiée devant les tribunaux, que la recherche sur le nouveau-né. Pourquoi l'embryon doit-il être plus protégé que le nouveau-né humain? J'ai de la peine à comprendre ça. Est-ce que vous pouvez trouver une explication et une possibilité d'amélioration de cette chose-là? Que pensez-vous des enfants à 3 parents? Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Bon, quand il y a une maladie mitochondriale, on utilise l'ovule d'une femme dont on utilise l'ADN, le matériel génétique pour les mitochondries d'une autre femme, et puis un homme, et puis voilà, ça fait 3 parents. Mais c'est soumis à questionnement. Et dernière question, comment imaginez-vous la lutte contre la pénurie de gamètes? Alors, pour les spermatozoïdes, j'imagine que vous allez me répondre, il faut faire des campagnes plus efficaces, et comme les Anglais, on doublera aisément le nombre de donneurs. Mais enfin, bon, vous avez peut-être d'autres idées. Pour les femmes, est-ce que pour l'autoconservation, et j'ai bien entendu ce que vous disiez du côté très choquant d'obliger les femmes à donner d'abord avant de pouvoir éventuellement garder les derniers ovocytes, en sachant qu'elles risquent d'être pénalisées parce que ces derniers-là, si ça ne marche pas, elles se retrouveront sans aucune chance alors qu'elles auront donné pour d'autres. Est-ce que vous seriez dans l'idée de complètement inverser cette proposition en disant autorisation de la conservation d'ovocytes, utilisation pour la personne elle-même, lorsqu'elle le pourra, le souhaitera, et dans des conditions encadrées, bien sûr, comme vous l'avez dit, pas après un certain âge, mais lorsque des ovocytes qui ont été conservés de ce temps-là seront surnuméraires en définitive, comme pour les embryons, eh bien, possibilité de don à autrui. Merci, monsieur le professeur. Merci pour ces questions. La réimplantation des embryons post-mortem, j'ai oublié de vous dire que je n'étais pas favorable à la réutilisation des gamètes post-mortem. C'est-à-dire que je fais une situation totalement différente à l'embryon et au spermatozoïde. Quelqu'un qui aurait donné des spermatozoïdes puis qui décède, il décède. Les spermatozoïdes, pour moi, c'est un objet. L'embryon, c'est un sujet. C'est un être humain qui n'a pas tous les droits de la personne, d'autant que ce n'est pas un individu. Si on le coupe en deux, ça donne 2 personnes. Mais c'est un être humain, ce n'est pas un embryon de castor. Et donc, je pense que reconnaître à l'embryon une dignité, c'est ne pas faire ce qu'on fait actuellement. C'est dire à une femme qui demande la réimplantation de ses embryons, ben non, madame, vous allez les jeter ou les donner à autrui. Donc c'est ça, la vraie reconnaissance de la dignité de l'embryon. Sur la terminologie de l'eugénisme, c'est une option, ce que vous proposez. Mais vous aurez les contres, et vous savez qu'ils sont puissants, qui diront « Enfin, messieurs, vous sélectionnez les enfants à naître, par exemple en recherchant leur trisomie 21. Comment ça s'appelle si ce n'est de l'eugénisme ?» Et je ne suis pas loin de penser que la France a un eugénisme d'État, avec la trisomie 21. Il n'est plus que 2 trisomiques 21 dans ma région. Et je peux vous dire, essayez voir de promener un trisomique 21 au supermarché. Les autres femmes que vous allez croiser vont vous demander comment ça se fait qu'il y a eu cette bavure. Vous n'êtes pas fait suivre ou quoi? Essayez voir de mettre un trisomique 21 à l'école. Les autres parents des chères têtes blondes n'auront de cesse de faire sortir ce trisomique 21 qui baisse le niveau de la classe, alors qu'au contraire, il l'élève. J'avais récemment un Américain qui venait faire un post-doc. Il me dit, j'ai mis mes enfants à l'école, ils sont où vos handicapés? Ils ne sont pas là, parce que les parents n'en veulent pas dans les classes. Et de fait, nous avons une handiphobie dans notre pays, extrêmement grave, parce que nous ne mettons pas au contact des enfants handicapés les enfants normaux. Nous ne leur apprenons pas à donner à manger à un enfant handicapé. Ils ont peur. Récemment, j'ai fait venir un gros handicapé à un congrès de médecins, et il m'a dit, ils sont drôles tes collègues, ils m'évitent. Ils m'évitent. D'ailleurs, les journalistes le savent, qu'ils ne montrent jamais de siège roulant à la télé, parce que les gens zappent. On ne veut pas voir ça dans notre pays, parce que nous n'avons pas éduqué nos enfants à la tolérance de la différence. Maintenant, je vais vous dire,
la France n'aide pas les parents d'enfants handicapés. Si vous avez un trisomique 21, il revient à la maison à 18 ans. Il n'y a pratiquement pas de structure pour les accueillir. Et les parents le savent, qui nous disent, sous la sonde de l'échographie, « Docteur, c'est déjà assez difficile la vie aujourd'hui. Si en plus mon enfant est handicapé, ça va nous pénaliser financièrement, ça va pénaliser toute ma famille. Et de toute façon, on sait qu'on sera quasiment seul. » Donc, c'est des belles paroles que de dire « Soyons solidaires ». Nous ne le sommes pas. Même quand les cours de justice condamnent, nous ne le sommes pas. L'État est défaillant sur l'aide aux handicapés. J'en veux d'ailleurs à mes collègues de ne pas monter au créneau et d'être les exécuteurs d'un État qui nous dit de tuer les enfants handicapés sans que nous montions jamais au créneau pour dire « et si on les aidait, les enfants handicapés, qui, quelle que soit la qualité du diagnostic prénatal, seront toujours là ». Alors moi, l'argument de la pente glissante, j'appelle ça de l'imprécation. Sur le diagnostic préimplantatoire, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme pente glissante avec le terme de tri des embryons? Et pourtant, le diagnostic préimplantatoire sert dans le monde entier à sélectionner le sexe, pas chez nous. Donc on a su mettre un encadrement, ne pas dire non, le faire malgré les professeurs de morale qui disaient « il ne faut surtout pas faire ça ». Ben on l'a fait en encadrant. Et moi, je préfère que la délégation, que la représentation nationale fasse confiance aux Français. C'est-à-dire leur dise, ben voilà, cette manœuvre-là est autorisée, comme on l'a fait pour le TPI, et elle est encadrée. Et même mieux, vous allez nous dire toutes les tentatives nationales de diagnostic préimplantatoire pour qu'on voit ce que vous avez fait et qu'on fasse un contrôle a posteriori. Mais l'interdire a priori au risque de la pente glissante, j'appelle ça de l'imprécation. Enfin, sur la recherche sur l'embryon humain, elle est extrêmement instable en France, car sur 96 projets, je crois qu'il y en a une cinquantaine qui sont attaqués en justice par l'association Jérôme Lejeune, qui utilise tous ses subsides pour, au lieu d'améliorer le sort des trisomiques 21 dans notre pays et de faire de la recherche qui est indigente sur la trisomie 21, attaque les projets. Et donc les chercheurs le savent bien, qui savent très bien qu'un projet validé peut être attaqué et ils peuvent obtenir une condamnation et un arrêt du projet de recherche. Donc on a des lobbies religieux qui poussent à ce que la recherche sur l'embryon soit suffisamment instable pour qu'elle ne puisse pas trouver sa place dans notre pays. Un enfant à 3 parents, j'ai juste une objection, c'est que ça utilise le clonage comme technique. Et je suis contre le clonage reproductif. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de côté jardin, aucun intérêt. Refaire l'enfant mort exactement le même, ça ne me dérange pas qu'on fasse ça sur les chats et sur les chiens, mais sur les humains, ça me dérange. Et surtout, éviter un don de sperme en prenant une cellule de la peau. Dans ma culture juive, je peux vous dire que s'il y a un lieu où le clonage reproductif aura lieu, c'est en Israël. Quand un très pieux ne peut pas donner les 10 enfants de rigueur à sa femme et qu'elle devient folle, il faudrait utiliser un donneur anonyme de sperme. Ça, d'après les vieux textes, ça fait un bâtard. Alors que si on pouvait utiliser une cellule de peau, comme il n'y a pas marqué de clonage reproductif, tu ne feras point dans l'Ancien Testament, je peux vous dire qu'il choisirait ça. Parce que la filiation paternelle a dans notre culture une énorme importance, mais les Juifs ne sont pas les seuls. Il y a plein d'humains où la filiation paternelle a une énorme importance, et si le clonage reproductif est possible, il aura lieu, je pense qu'il faut l'interdire. Il faut l'interdire au nom de quoi? De la liberté ontologique d'un individu à n'avoir pas été choisi physiquement par son père. Moi, j'ai été suffisamment cloné par mon père. Il voulait que je sois médecin, il voulait que je passe l'internat, il voulait que je devienne professeur. Ça suffit. S'il avait en plus pu me donner ses gènes, ça aurait été trop.
Donc ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Ça me suffit pour dire non au clonage reproductif. D'ailleurs, j'ai été un peu rassuré parce que quand Raël a annoncé faussement qu'il y était arrivé, parce que lui, il trouve qu'il est tellement beau et tellement intelligent qu'il voudrait se dupliquer à une centaine d'exemplaires, ça fait rigoler, c'est pas très grave. Il y a 167 pays qui ont dit le clonage reproductif est interdit. Mais je vous ferai remarquer qu'il y en a quand même 50 qui ont dit on signe pas. Et si c'est possible, ça aura lieu. Et pour moi, je vais vous dire, les enfants qui seraient issus du clonage reproductif ou qui sont issus de la technique à 3 parents pour les mettre à l'abri d'une maladie des mitochondries gravissime, il faut juste leur dire ce qu'on a tripatouillé. Pardonnez-moi du mot. Un enfant doit savoir ce que les adultes ont fait pour le faire advenir. Il ne faut pas laisser des macabres dans les placards. Il faut qu'il sache. Ben voilà, on a fait ça, parce qu'autrement on ne pouvait pas. Et quand l'enfant l'entend, et l'a toujours entendu, il n'y a pas de souci. Donc il faut arrêter les fantasmes. D'ailleurs, on a eu des fantasmes sur la FIV. On a dit ça va donner des enfants qui n'auront pas été conçus dans le ventre de leur mère. Ça va leur donner des problèmes psychologiques. Aujourd'hui, on voit des jeunes de 30-40 ans et on sait qu'on a eu la même désinformation sur la FIV que sur la vitesse des trains il y a 150 ans, où on disait si on dépasse le 40 à l'heure, ça va être terrible. Ça va être terrible, ça va être terrible. Imprécation. C'est faux. Enfin, la lutte contre la pénurie de gamètes, j'ai une proposition à faire. C'est vrai que la pénurie de gamètes est très mordante chez nous et que toutes les semaines, j'envoie des gens à l'étranger et quand ils me disent « j'ai pas d'argent », je dis bah, « tant pis », chose que je ne fais pas dans tous les autres domaines de la médecine, y compris pas la greffe cardiaque. Dire aux femmes « vous souhaitez conserver vos ovocytes », d'accord, mais c'est convenance. Ça coûte tant, je sais pas, 2 000 €. À la première étape, ça coûte à peu près 2 000 €. Stimulation, prélèvement ovocytaire, conservation. Et puis, si vous ne revenez pas chercher vos ovocytes et que vous les donnez, on vous rend les 2 000 €. De toute façon, on les donne à une femme pour aller à l'étranger. Mais la différence, c'est que là, c'est ses propres ovocytes. La même femme à qui on a refusé à 35 ans de prélever ses ovocytes, quand elle vient enfin à 40 ans parce qu'elle a trouvé l'heureux élu, là, on se met à lui faire de la FIV. Et on dépense des 1000 et des 100, et ça ne se termine pas bien parce que ça ne va pas. Donc c'est la même femme, c'est la même chose qu'on traite l'âge, l'horloge biologique de la femme. On traite la même chose, mais juste de manière inefficace, alors que nous aurions une manière efficace de dire, bah, si tu n'es pas sûr, si tu n'as pas ton compagnon, bah, tu te fais une garantie, tu vas déposer 3 fois tes ovules. Ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est une sécurité. Et si tu les donnes à autrui, parce que tu as trouvé l'heureux élu le lendemain du jour où tu es venu donner, on te rembourse la première partie de la procédure. Voilà qui nous donnerait une banque d'ovocytes très conséquente, immédiate et beaucoup plus propre. Merci. Je vous propose donc maintenant une première série de questions avec Nicole Dubré-Chirat, puis Guillaume Chiche et Patrick Hetzel. Nicole Dubré-Chirat. Oui. Merci à vous. Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez abordé tout à l'heure, qui est le principe d'anonymat, puisque en France, le don a été, les textes ont été basés sur la notion de gratuité et d'anonymat, ce qui a permis les dons du sang, les dons d'organes. Et aujourd'hui, le don de sperme. Or, on voit un certain nombre d'enfants nés et issus de dons de sperme qui souhaitent rechercher leurs origines et qui le font par des moyens détournés, qui sont les tests ADN disponibles sur le marché et qui reçoivent plus ou moins les résultats de façon assez brutale, pas toujours avec un accompagnement, et qui ont quand même quelques soucis, ne serait-ce que pour reconnaître leurs antécédents médicaux. Aujourd'hui, j'ai bien entendu votre orientation, mais quelles sont les possibilités d'extension ?
puisque cette extension, si on l'a fait, elle a peut-être nécessité d'avoir un certain encadrement par rapport au respect du droit du donneur à ne pas forcément avoir un contact direct avec la personne, et aussi l'extension qui se fera forcément pour les enfants abandonnés à la naissance, pour les femmes qui accouchent sous X, et les enfants adoptés, puisqu'on ne voit pas comment on pourrait ne pas l'autoriser. Donc c'est vrai que c'est une évolution importante qui me semble avoir un encadrement quand même clair. Merci. Guillaume Chiche. Oui, merci, Monsieur le Président. Professeur Nizan, tout d'abord, saluer la qualité de votre intervention, bien évidemment de votre parcours, et vous dire que je partage une très grande partie de vos convictions et des prises de position courageuses, notamment en matière de procréation. Vous en avez rappelé un certain nombre, et je pense que c'est salutaire à l'heure actuelle de pouvoir les affirmer. Vous êtes à l'origine du Forum européen de bioéthique à Strasbourg. Et le thème de cette année était produire ou se reproduire. J'aurais aimé un petit peu vous entendre sur les grandes lignes de force des débats ou des travaux qui ont pu avoir lieu. Et notamment, on l'a vu au travers de vos propos, dans l'interaction sur le périmètre européen qu'il peut y avoir avec des législations nationales différentes à l'heure où, par construction, les frontières ont tendance à s'effacer ou à minima sont plus insurmontables. Je vous remercie. Merci. Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Professeur, merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, c'est vrai que votre témoignage se base sur une pratique professionnelle sur, pardonnez-moi de le dire ainsi, de longue période. Et du coup, comment dire, vous avez insisté sur votre pratique et les limites aujourd'hui posées par la loi et les problèmes que cela pouvait, dans votre pratique, vous poser. La difficulté que nous avons, nous, en tant que législateurs, vous l'imaginez aisément, nous écoutons évidemment les praticiens parce que, vous le disiez vous-même, il y a des évolutions à prévoir, savoir comment le faire. Et en même temps, le législateur a un souci d'équilibre entre ce qui doit être possible et, il faut bien le dire aussi, ce qui ne doit pas l'être. Et donc, du coup, comment dire, je notais un certain enthousiasme dans vos propos, et c'est tout à fait légitime de dire, voilà, il faut autoriser davantage de choses. Je voudrais prendre un peu le contre-pied de cela, et finalement, alors c'est pas évident, mais vous formulez la question différemment. Aujourd'hui, pour vous, en matière de bioéthique, qu'est-ce qui doit rester de l'ordre de l'interdit ? Puisque, en fait, là aussi, vous faisiez référence à un certain nombre de traditions. La loi a aussi pour objectif de poser des interdits. Et donc, pour vous, quels sont les jalons ? Vous y faisiez référence là sur vos propos il y a quelques instants. Vous indiquiez effectivement il y a des points sur lesquels vous pensez qu'il ne faut pas aller. Enfin, je pense que ça peut être intéressant de vous entendre sur ce registre-là. Qu'est-ce qui, pour vous, avec votre pratique, doit rester de l'ordre de l'interdit? Parce que c'est aussi la préoccupation du législateur, trouver un équilibre, mais aussi faire en sorte que l'on maintienne un certain nombre d'interdits. Juste, on rajoute à cette série Bérangère Politique qui m'a promis d'être courte. Très, très brève. Merci en tout cas, professeur, pour cet exposé très clair. Et c'est vrai, basé sur une expérience professionnelle, donc qui est digne quand même, je trouve, d'écoute et de respect. Moi, j'ai juste une question sur un sujet que vous avez évité, disant qu'il n'était pas d'actualité. Il n'est pas exclu qu'il vienne en discussion sous forme d'amendement. On ne sait pas encore, mais j'aimerais bien vous entendre nous expliquer pourquoi vous avez changé d'avis sur la GPA. Parce que vous étiez contre. Pourquoi vous étiez contre? Et maintenant, vous êtes favorable avec un encadrement. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Monsieur le professeur. Vous me donnez 1 heure ou 2 heures? Je vais essayer d'être lapidaire. Mais ces sujets sont tellement passionnants que anonymat et gratuité, fondement du droit français. L'anonymat existe parce que nous ne pouvons plus le promettre, et de moins en moins. Donc, je trouve que dans les discussions bioéthiques, quand on m'invite à parler, etc., je leur dis l'anonymat, c'est pas la peine d'en parler, il n'existe plus. Et dans 20 ans, encore moins.
un anonymat qu'on promettrait aujourd'hui, c'est une fausse promesse. Donc, on le barre. Alors, gratuité. Et cette année, je fais toute une série de conférences sur gratuité. Que pensez-vous de cette femme que nous voyons régulièrement dans mon centre, qui a 5 enfants à la DAS? À la 5e césarienne, ils lui ont fait une ligature de trompe. Elle trouve un nouveau compagnon. Elle vient nous dire « Je veux un enfant ». Bien sûr, elle ne peut pas le faire toute seule puisqu'elle a une ligature de trompe. Alors on lui dit « Mais madame, ça va être un 6e à la DAS. » Comment quoi? Vous m'interdisez de refaire ma vie, vous me jugez pour ce qui s'est passé autrefois, et vous voulez que je vous dise comment ça se termine? Personne ne se sent de refuser. Et d'ailleurs, elle nous dit « J'y ai droit. J'ai droit à 4 tentatives. C'est gratuit. » Mais le pire, madame, c'est que dans tous les centres de France, il y a un phénomène que vous ne connaissez pas. C'est qu'il y a quelques FIV qui se terminent par des IVG. Et la dernière, je vais vous raconter l'histoire. Elle est allée à Saverne, à côté de Strasbourg. Elle a fait une IVG là-bas et elle revient me voir pour une nouvelle FIV. Bien sûr, on communique entre médecins. Et je lui dis, madame, il faut quand même m'expliquer. Je mets à votre service toute mon équipe et l'argent de la nation. Réponse, c'est pas parce que je suis stérile que je n'ai pas le droit de faire comme les autres femmes. Infirmière. Ça coûte rien. Ni l'IVG, ni la FIV. Ça coûte rien. Donc ça ne vaut rien pour les citoyens. Et d'ailleurs, demandez aux pharmaciens, quand dans la liste de médicaments prescrits, il y en a un où il faut mettre 1 € sur la table, ils disent non, pas celui-là. Ça ne coûte plus rien. La gratuité est une véritable erreur. Et j'ai le cœur à gauche. J'ai le cœur à gauche. Je pense qu'il faut aider les gens qui n'ont pas le sou. Je pense, oui, tout ça. Je pense que si la CMU était attribuée de manière plus rigoureuse, il n'y aurait pas de contestation de la part du corps médical. On a du mal quand on voit une Jaguar se garer devant chez nous et que c'est quelqu'un qui a la CMU. C'est rare. Mais la gratuité émère d'une certaine déconsidération de l'ensemble des soins. Alors, je vais m'attaquer à la gratuité. Je sais que je me prendrai des boules de canon, mais j'aime bien. Et donc, je vais faire réfléchir mes collègues, parce qu'ils bêlent tous, gratuité, gratuité, gratuité. Je la conteste. Je la conteste véritablement. Droit à connaître ses origines, nous allons être probablement condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question. Non pas connaître ses origines quand on est issu d'un adultère, parce que ça, c'est la responsabilité d'une femme de gérer sa fécondité, de savoir avec qui et quand elle fait des enfants. Et si elle veut tenir le secret, c'est une responsabilité énorme. Je suis favorable à ce qu'on l'éduque là-dessus un peu mieux. Mais là, il n'y a pas de droit à connaître ses origines, parce que l'État n'y a pas prêté la main. Mais quand l'État y prête la main via des centres de FIV gratuits, payés par l'État, alors on doit toute la transparence. Madame, je donne la transparence totale sur des cancers, y compris à très mauvais pronostic. Madame, voilà votre dossier, il y a tout marqué dedans. Je suis obligé de le faire. J'accompagne, mais je dis. Et là, tout d'un coup, je suis garant d'un secret. Derrière cette porte, il y a des embryons. Monsieur, je veux savoir qui a donné du sperme ce jour-là. Je veux aller boire une bière avec lui. Je vais peut-être être déçu, mais je le veux et vous n'avez rien à me dire sur mon besoin de reconstituer mon histoire. J'ai un papa d'amour. Je ne cherche pas un papa, mais je veux voir cette personne. Eh bien, je suis favorable à ce qu'on confie cela au CNAOP. Le CNAOP est spécialisé dans l'entremise entre la demande sociétale et les donneurs et les enfants issus nés sous X. Le CNAOP saurait le faire. Les enfants nés de dons ne souhaitent pas que ce soit le CNAOP. Ils souhaitent mettre des plateformes collaboratives pour qu'on puisse contacter le donneur, mais sans... voilà, c'est une bonne idée. Elle est technique, elle est moderne, elle est jeune. Mais en attendant, il y aurait une solution simple qui serait de dire, pour les cas passés comme pour les cas à venir, le CNAOP pourra, à l'âge de 18 ans,
contacter le donneur et lui demander s'il veut. Et s'il ne veut pas, terminer, fin de procédure. Et s'il veut bien, parce que 18 ans plus tard, le donneur peut très bien être intéressé et même avoir une certaine curiosité de voir son petit, c'est pas son petit, mais de voir ce qu'a donné son don, et à la limite en tirer fierté, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi veut-on absolument maintenir le schéma de la famille de 70 avec un papa, une maman, un enfant et ni vu ni connu, comme dit Irène Théry, ni vu ni connu. Mais ça, c'était la famille bourgeoise des années 70. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. D'ailleurs, les Africains nous apprennent toujours qu'il faut plein de parents pour faire un enfant, et c'est tout le village qui sont les parents. Guillaume Chiche, le Forum européen de bioéthique est une structure qui permet au grand public de s'approcher de ces enjeux. Je vais à beaucoup d'endroits où on est entre spécialistes et le grand public, je peux vous dire qu'il s'intéresse à mort à ces sujets, pour peu qu'on les lui explique correctement. Et donc là, le contrat, c'est si vous venez, il y aura les meilleurs spécialistes qui vont vous expliquer ça sans PowerPoint et sans mots grossiers. Et après, vous pourrez poser des questions pendant 1 heure. Les salles sont combles. Donc ça montre bien qu'il faut mettre la bioéthique et les enjeux de la bioéthique à la portée du grand public. Ils s'y intéressent parce que c'est le sort de leurs enfants. Sur produire et se reproduire, bien sûr, tout le monde a parlé du problème des frontières. Et comme le Forum est européen, j'invite toujours des orateurs francophones de toute l'Europe. Mais la conclusion a été, je ne sais pas si on peut donner une conclusion d'une semaine de réunions, etc. Et tout est sur Internet, donc vous pouvez tout retrouver. Mais c'est que dans 100 ans, on va se reproduire complètement différemment. J'ai une mauvaise nouvelle à vous. Dans 100 ans, il y aura l'exogénèse. Dans 100 ans, il y aura les gamètes artificiels. On pourra faire un spermatozoïde à partir d'une cellule de peau d'une femme. Il faudra bien sûr réviser les lois bioéthiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est engagé sur une courbe exponentielle à vitesse et on est au début de l'exponentielle. Ça va aller très vite. Et la France est un village au milieu d'un océan de libéralisme. Et l'enjeu, c'est de dire, nous, on a des règles, mais que ces règles soient étayables par un raisonnement rationnel et non pas poussé par des lobbies. Par exemple, j'ai expliqué pourquoi je suis contre le clonage reproductif, au nom de la règle morale, laïque, qui est de dire, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on t'ait fait. C'est suffisant pour qu'un pays dise, non pas, il n'est pas interdit dans les vieux textes, c'est une omission. Les textes révélés ne parlent jamais du clonage reproductif, omission. Mais nous, avec notre morale laïque, nous pouvons l'interdire. Et je pense qu'on a des biscuits pour l'interdire. Alors, vous me demandiez, donc pour terminer sur... tout le monde est d'accord pour dire que lorsque il sera possible d'élever 1 millier d'embryons en batterie pour chaque couple et vérifier quels sont ceux qui ont les bonnes caractéristiques, on le fera. Et que ce sera probablement dans 100 ans assez archaïque, probablement, de vouloir porter soi-même son enfant. Donc on va être déniaisé par l'évolution des techniques et il faut s'y attendre et s'y préparer. Donc quelles sont les limites ? Souci d'équilibre entre le législateur et la société, le libéralisme, tout ça. Qu'est-ce qui doit être interdit ? Alors j'ai longtemps réfléchi à ça et j'aurais tendance à interdire comme une ligne jaune non franchissable en France de toucher au génome reproductif d'un être humain. Pas au génome somatique, parce que si demain je peux changer votre génome et vous rendre immun contre le sida, plein de gens le demanderont. Si demain je peux changer votre génome et vous rendre non susceptible d'avoir une DMLA, dégénérescence maculaire, plein de gens le demanderont. Et donc ça, il faut l'accepter. Par contre, toucher à l'espèce humaine en acceptant, dans une famille qui est touchée par une maladie, de changer définitivement son génome, je pense que ça peut créer 2 sortes d'espèces humaines.
ceux qui auront eu les moyens pour faire cela et ceux qui n'auront pas eu les moyens. Et donc, j'aurais tendance aujourd'hui, mais peut-être que demain, je n'aurai pas le même avis, de dire ligne jaune, ne pas toucher au génome reproductif. Enfin, sur la GPA, je vais très très vite parce que là, ça aurait mérité d'autres commentaires. Bérangère Poletti, j'étais contre la GPA, très contre. Parce que, en tant que chef de clinique, dans les années 80, on avait à Strasbourg une assoce qui s'appelait Les Cigognes. Il y en avait 2 en France, une à Marseille, une à Strasbourg, qui mettaient en contact des femmes mères porteuses avec des femmes demandeuses intentionnelles. Et je m'étais dit, voilà une bonne idée de publication, je vais rencontrer les femmes de l'association Les Cigognes. J'en ai rencontré une dizaine pour des entretiens d'à peu près 1 heure, très cadrés, comme on fait dans la recherche clinique. La moitié d'entre elles, pour résumer les choses, disaient, moi je fais ça pour l'argent, j'aime bien être enceinte, ça ne me dérange pas, et gagner aussi facilement de l'argent, c'est bon pour moi. Elle m'avait fortement inquiété. L'autre moitié disait, j'ai la chance d'avoir un corps intègre. Être mère, c'est la plus belle des joies. Des femmes ne peuvent pas être mères. Je suis donneuse de sang, je suis donneuse de moelle, et je vais donner ça à une autre femme. Et je serai extrêmement fier de pouvoir avoir procuré cette joie à une famille qui ne pourrait pas sans cela. J'avais conclu ma publication en disant « il ne faut pas laisser faire à cause des 5 premières ». Et j'étais assez content quand la loi m'a rejoint 5 ou 6 ans plus tard, on a dit « c'est interdit ». Je me suis dit « c'est normal, c'est bien ». Puis j'ai rencontré des patients. Et les patients, ça éduque les médecins pour peu qu'ils soient aptes à les écouter. Et je rencontre un couple de diplomates turcs qui avait eu une catastrophe obstétricale. Le premier enfant était mort pendant l'accouchement. Il retourna à Ankara, il parlait le français sans accent. Et là, le deuxième enfant meurt au cours d'un décollement placentaire. Les gynécologues d'Ankara ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont sorti un enfant mort. Et ensuite, ils ont sorti l'utérus parce qu'il était sphacellé. Et je revois ce couple avec la sœur de madame. Ils habitaient 2 pavillons mitoyens à Ankara. Et ils me disent, voilà, on ne m'a pas enlevé mes ovaires, c'est une chance. Mon mari a du sperme. Nous vous demandons de bien vouloir créer des embryons et remettre des embryons dans l'utérus de ma sœur ici présente, qui ne demande rien de mieux que de faire ça. Elle a déjà 2 enfants. On habite des pavillons mitoyens et on s'en va. Après, vous n'entendrez plus parler de nous. On s'en va et là-bas, en Turquie, les lois sur l'adoption ne sont pas les mêmes. J'ai dit, la loi m'interdit de faire ça, et je les ai envoyés à un copain en Belgique. Et j'ai reçu successivement 3 faire-part de naissance. Ça m'a fait réfléchir. Où est la moralité de cette affaire? Il n'y en a pas. Au contraire, la sœur, elle mérite une statue. Et un peu plus loin dans ma carrière, je vois une femme qui a perdu son utérus dans une clinique à 28 ans, en même temps que l'enfant, et qui a failli mourir à ce moment-là. Elle a le SMIC, son mari a le SMIC. Elle vient demander qu'on l'aide, parce que si elle avait eu de l'argent, elle n'aurait pas eu besoin de demander qu'on l'aide. Elle serait partie directement à l'étranger. Et sa patronne me téléphone dans le même instant et me dit « Monsieur, ce qui est arrivé à mon employé, c'est une honte. » Moi, j'ai eu 2 enfants. Je vais porter son enfant et je vais tout payer. Et elle l'a fait. Et j'ai suivi la grossesse. Et elle venait avec son employé aux échographies, et l'employé caressait le ventre de sa patronne en pleurant toutes les larmes de son corps en regardant l'échographe. Elle a accouché, j'ai mis les 2 femmes dans la même chambre, et je passe la visite. Et la patronne me dit, il y avait le mari dans le couloir avec les 2 grands enfants, très fiers de ce qu'avait fait leur mère. Elle me dit, docteur, j'ai vu que vous allez sur les estrades. Dites-leur bien à tous que 2 femmes peuvent faire ça par solidarité. Dites-leur. J'ai tout fait, j'ai tout payé. La solidarité entre femmes, ça existe. C'est ce qu'on appelle la GPA éthique. Oui, il y a de la GPA éthique. Et nous pouvons, par des décrets accompagnant très sévèrement ce mécanisme, faire en sorte que cette histoire-là puisse avoir lieu en France, avec l'égalité devant la loi de tous les citoyens, y compris les pauvres,
et qu'on exporte toujours, ça aura toujours lieu, des gens qui ont de mauvaises raisons de faire une GPA. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. J'estime à peu près à 400 le nombre de candidates qui n'ont pas d'utérus parce qu'elles sont nées sans utérus ou qui ont perdu leur utérus dans une bataille comme un cancer. Et pour terminer, je vais juste vous dire ce qui est arrivé à une femme récemment dans mon service, pour vous dire que la situation de la loi est intenable. Une femme de Nice a un cancer du col à 30 ans. Il faut lui enlever son utérus. Elle est sauvée, elle n'a pas de récidive. Mais ce couple de 30 ans, tous les deux ingénieurs, disent « on va vendre la maison pour faire une GPA à l'étranger ». Et ils le font. Ils trouvent une femme du Havre que probablement ils rémunèrent, qui a déjà 3 enfants, deviennent amis avec elle, l'emmènent en Ukraine et provoquent une grossesse avec le sperme du mari et les ovules de la femme d'intention. Et je vois ce couple à Strasbourg. Je dis, pourquoi vous venez à Strasbourg? Attendez, Le Havre, Nice, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a entendu que vous n'êtes pas défavorable à ça parce que, vous savez, vos collègues sont extrêmement durs. Je dis, effectivement, je ne suis pas défavorable. Comment ça va se passer? Je vous mettrai dans 2 chambres mitoyennes. La seule chose que je vous demande, c'est que la femme qui a accouché sorte de la maternité avec son bébé dans les bras. Après, ce que vous faites avec le bébé, ça va être complexe sur le plan juridique. Je vous conseille de vous faire conseiller par un avocat. Ainsi fut fait. Je revois la femme au 7e mois qui me dit « Docteur, il y a un avocat, la femme de Havre, il y a un avocat qui m'a dit que mon enfant va hériter de moi, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas un gros héritage, mais je ne voudrais pas que ce 4e enfant partage mon petit héritage avec les 3 enfants existants. Je vais donc accoucher sous X. » Je dis, madame, attendez, vous ne savez pas ce qui se passe quand on accouche sous X. Il y a les psychologues du département qui viennent et on commence par prendre l'enfant. Ça va être terrible. Je n'ai pas eu le bon réflexe parce que maintenant je suis éduqué et s'il y a une autre femme qui me dit ça, je lui dirais vous allez accoucher ailleurs. Parce que ça s'est produit. Elle est venue accoucher chez nous. J'ai mis l'autre couple dans la chambre d'à côté. L'autre couple pleurait toutes les larmes de leur corps parce qu'ils avaient quand même un enfant à eux, génétiquement. Et les psychologues du département sont venus, ont pris l'enfant, et un magistrat très bien pensant a décidé qu'il allait mettre cet enfant dans une famille d'accueil avec interdiction de droit de visite. Il avait les génomes sous les yeux, il savait que cet enfant était à ses 2 parents d'intention, il les a empêchés de voir leur enfant 8 mois, alors qu'il savait qu'il serait obligé de le rendre. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez que l'intérêt de l'enfant était préservé là-dedans? Donc moi je dis que de laisser la loi dans l'État, c'est juste une énorme erreur. Qu'un jour, écoutez la jeune génération, vous verrez ce qu'il faut dire. Un jour ça aura lieu, il faut bien encadrer. En d'autres termes, il y a tout il est permis de la Californie, tout est interdit de la France, et au milieu, il y a le cas par cas. Le cas par cas, c'est intelligent. Le cas par cas, on a un cas par cas en diagnostic prénatal. Ce n'est pas la représentation nationale qui nous dit « bec de lièvre, tu laisseras, achondroplaste, tu avorteras ». Ils ne nous disent pas une liste. Ils nous disent « réunissez-vous entre vous et décidez » et on contrôle a posteriori. C'est très bien le contrôle a posteriori. Il y a un autre cas par cas qui marche en France. C'est le cas par cas des volontaires sains pour des essais thérapeutiques. Le préfet nomme un comité de protection des personnes qui décide si l'essai thérapeutique-là est acceptable. S'il est refusé à Brest, il sera refusé à Strasbourg. Ça ne dérape pas. Il faut faire confiance aux Français. Le cas par cas, pour toutes ces questions-là, les questions d'âge, une femme qui veut récupérer ses ovocytes au-delà de 43 ans, cas par cas, comité, moitié femme, moitié homme, moitié professionnel, ils ont 1 an pour décider. On sait faire ça en France, ces comités. Comité de la parentalité, 1 par région. Et une femme qui a des ovocytes congelés et qui veut les récupérer à 48 ans, comité de la parentalité. Et on invite un obstétricien pour savoir si elle a des risques, on invite un psychologue, on invite, on se fait son opinion, et la décision est prise par un comité national. Pareil pour la GPA. Il faut faire pareil pour la GPA. Et si on ne le fait pas maintenant, je vous assure qu'on finira par le faire. Merci, monsieur le professeur. Merci pour votre intervention. Première suspension de séance.
reprendre place. Monsieur le